Donc bonjour, je suis Emma Oliveira, psychocriminologue et auteure du livre Psychologue du crime chez Fayard. Beaucoup disent que sa personnalité ne pourrait pas exister dans la vraie vie. Justement, par toute la complexité de ce personnage. Il a un côté très esthète, il aime la belle nourriture, il est attiré par l'art, il a des grandes connaissances, il est psychiatre, donc il est très intelligent et en même temps il cède à ses pulsions sexuelles et meurtrières. Pour autant, moi j'ai toujours tendance à dire que la réalité dépasse la fiction, de très très loin. Donc ce personnage, moi, me paraît pas totalement impossible à exister. Si on reprend Ted Bundy, par exemple, c'est quelqu'un qui avait fait des études d'avocat, c'est quelqu'un qui avait fait des études en psychologie, qui s'est défendu lui-même, qui a réussi à s'échapper et qui est réputé pour avoir un QI supérieur à la normale. Pour autant, il a violé et tué des dizaines de jeunes filles en simulant un bras cassé avec des pulsions extrêmement meurtrières, puisqu'il en venait aussi à les mordre. Donc il y avait quelque chose qui le débordait. Pour autant, c'était quelqu'un qui était extrêmement posé en société et qui s'est très bien défendu à son procès, mais trop mégalo. Donc ça l'a desservi et il s'est quand même fait exécuter. Donc Hannibal Lecter, il existe quelque part. C'est tout à fait plausible, moi je trouve, à la fois dans son côté esthète et très intelligent, et à la fois dans ce côté complètement fou qu'il y a dans la série. Le cannibalisme existe. Alors c'est souvent l'œuvre de psychotiques, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au corps de l'autre qui est complètement déformé. Moi, ce que j'aime dans Hannibal Lecter, c'est cette perversion que l'acteur Anthony Hopkins joue tellement bien. Celle-ci, elle est très très rare. Très rares sont les pervers comme ça, mais il en existe. Et il en existe, et c'est ceux qui vous mettent extrêmement mal à l'aise et ils jouissent de ça. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Pour le psychopathe, vous êtes un objet pour arriver à vos fins. Pour le pervers, vous êtes l'objet de la fin. C'est grâce à lui, c'est grâce à vous qu'il arrive à jouir. Alors que pour le psychopathe, vous êtes qu'un objet pour atteindre sa jouissance. Donc là, Anthony Hopkins, il nous montre ce côté extrêmement pervers que peut avoir un tueur en série, mais qui reste très rare. J'ai parlé de Ted Bundy, mais il n'avait pas cette perversion avec ses victimes, il en jouait pas. La plupart, il les a attaquées pendant qu'elles dormaient, ou de manière relativement rapide et violente. Mais derrière, il y avait quand même de la nécrophilie, il y avait des choses comme ça qui montrent qu'il était quand même très instable, psychiquement et dans ses fantasmes surtout. Pour autant, moi je trouve pas Hannibal Lecter complètement déconnecté de ce que j'ai pu voir chez les tueurs en série. Ted Bundy il était pas psychologue, mais il avait, je sais pas si c'est une licence ou un master en psychologie. Et en droit. Donc c'est tout à fait possible. Et ce qui nourrit sa perversion et qui fait qu'il est un très bon pervers, justement, c'est ses capacités empathiques, sa connaissance de l'humain, qui sait comment faire défaillir Jodie Foster ou les autres victimes qu'il a pu faire. Alors il est d'autant plus crédible qu'à la fin, toute la question se pose de savoir s'il commet vraiment ses actes ou s'il ne fait que les fantasmer. J'ai toujours dit qu'on avait tous en nous des fantasmes meurtriers, pas aussi élaborés que lui. Mais cette nuance, elle est intéressante. Après, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les psychopathes fonctionnels. Et c'est exactement ce qui nous est montré. C'est un psychopathe fonctionnel qui s'est intégré dans la société, mais voire même qui a réussi, qui accède au rêve américain, qui gagne énormément d'argent et qui dysfonctionne. Soit en fantasmant, soit dans le réel. Ça, on ne sait pas. C'est au spectateur de faire son choix. C'est intéressant parce qu'il est relativement crédible. Ce qu'il est peut-être moins, c'est le type de passage à l'acte auquel il se livre. Les psychopathes fonctionnels comme ça, ils vont déraper. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs en politique ou ce genre de choses avec les occasions qui se présentent. C'est beaucoup d'agressions sexuelles et tout ça. C'est l'abus de pouvoir en fait. À un moment donné, le psychopathe est tellement en recherche de pouvoir qu'il abuse de l'autre et qu'il se pense dans son droit en plus. Là, on est dans quelque chose extrêmement violent, ce qui ressemble moins au psychopathe fonctionnel. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi, là encore, tout le côté esthète, tout le côté maniaque. Et il est pas rare que le psychopathe soit très maniaque. Lui, il recherche la perfection, il veut être parfait. Il veut être beau, il veut être riche, il veut avoir le pouvoir. Donc, American Psycho, moi, me fait beaucoup penser au Loup de Wall Street. Mais DiCaprio passe pas à l'acte. Il dérape de temps en temps, il y a de l'abus de pouvoir, mais il dérape pas autant que lui. Et dans ce cas-là, le Loup de Wall Street ressemblerait plus quand même à la réalité. Mais peut-être que dans American Psycho, on reste dans le fantasme. Le psychopathe fonctionnel, il base pas sa psychopathie sur le sadisme. Il cherche pas à faire souffrir l'autre. Il cherche pas à prendre le contrôle à travers la destruction de l'autre. Un psychopathe fonctionnel, il a réussi, grâce très certainement à l'éducation qu'il a eue, à activer ce qu'on appelle nous le surmoi, c'est-à-dire à avoir des règles quand même, à ne pas
pas dépasser et pas forcément à avoir du pouvoir en écrasant les autres de manière réelle, en les tuant, en les découpant, en les poignardant. Par contre, ils vont chercher à réussir coûte que coûte dans leur vie. Ça va faire d'eux les meilleurs médecins, ça va faire d'eux les meilleurs avocats, ça va faire d'eux les meilleurs policiers. Déjà parce qu'ils ont un sang-froid que l'on n'a pas nous dans la normalité et parce qu'ils ont extrêmement confiance en eux. Et on avance bien quand on a confiance en soi. Mais c'est ce qui fait que des fois ça dérape. Plus ils ont de pouvoir, plus ils en recherchent et plus il y a des risques de déraper. Hey, si tu ne fermes pas ta grande gueule, je vais te tuer. La science, en tout cas les études qui ont été faites, oui, ont tendance à nous dire que les femmes sont moins nombreuses, puis avec des échelles de psychopathie moins élevées. Donc il y a moins de tueuses en série. Ce qui est intéressant surtout, c'est la différence de motivation dans le crime chez les femmes et chez les hommes. Les deux, il y a un besoin de reprendre le contrôle. Le passage à l'acte meurtrier, c'est toujours un besoin de reprendre le contrôle. Chez les femmes, il va être plus souvent motivé soit par la colère, la rancœur, la vengeance, soit par l'argent. On ne connaît pas de tueuses en série, en tout cas on n'en a pas repéré, qui passaient à l'acte pour des raisons sexuelles. Alors, certains diront c'est parce que c'est facile et qu'une femme qui a envie d'avoir une relation sexuelle, elle peut trouver facilement. Mais j'ai envie de dire qu'un homme aussi, il suffit par exemple d'aller voir une prostituée. C'est à la portée de tous. Il y a quand même chez l'homme ce besoin d'aller prendre quelqu'un d'autre sexuellement et c'est aussi ça qui fait jouir le violeur ou le tueur en série. Enfin, une partie d'entre eux. Chez la femme, on n'a pas ça. Chez la femme, on va avoir une recherche de vengeance. On parle notamment des veuves noires, donc ces femmes qui tuent les hommes, soit pour leur voler leur argent, mais aussi très motivées par la haine de l'autre masculin, parce que effectivement, quand on reprend leurs histoires familiales, personnelles, elles ont souvent été abusées et maltraitées par des hommes, et des fois par leur propre père. Et ce film, il est intéressant parce qu'il met en lumière effectivement un des rares cas connus de tueuses en série qui a défié un peu la chronique, mais elle en a pas fait beaucoup, elle s'est fait arrêter avant. Elle en a fait 3, je crois. Je n'ai rien fait du tout. Lynn, tu sais très bien de quoi je... Il y a des tueurs en série qui ont fait des mises en scène théâtrales. Très souvent, c'est plus le passage à l'acte qui peut l'être. Après, les mises en scène qu'on peut voir dans les fictions, c'est rarement le cas. On retrouve certes des cadavres de femmes dénudées à qui il manque des membres des fois. On a retiré l'utérus, on a retiré la poitrine, mais il n'y a pas un côté esthétique que peut nous mettre souvent les films ou les séries. Ou alors c'est extrêmement rare. Le plus intéressant, je trouve, dans Seven, c'est ce jeu entre le tueur en série et la police. Et ça, c'est des choses qui ont existé très peu en France, beaucoup plus aux États-Unis, parce que la presse communique aussi là-dessus. En France, normalement, pareil, on communique pas. Donc il y a ce jeu entre le tueur et la police qu'on a retrouvé aussi avec le tueur du Zodiac et d'autres. BTK, le premier qui envoyait des preuves de son existence et que c'était lui qui avait commis des meurtres avec des pièces d'identité, des permis de conduire, des choses comme ça, à travers les médias et donc la police. Et ce jeu-là est très bien mis, je trouve, avec Seven. Vous devriez me remercier. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est grâce à moi qu'on se souviendra de vous plus tard. Il y a cette relation qui se joue entre le policier et le tueur en série, du chat et de la souris, avec souvent d'ailleurs des policiers qui sont pas blancs comme neige, notamment Brad Pitt, je sais plus trop ce qu'il fait, mais pas toujours des choses très bien. Il y a un délire mégalomaniaque de dire je suis plus fort que la police, et en tant que psychopathe, il en est persuadé. Et c'est bien pour ça qu'ils font de plus en plus d'erreurs, parce qu'ils prennent de plus en plus confiance. Et je pense encore une fois à BTK qui s'est fait arrêter parce qu'il a envoyé une disquette en leur demandant de pas faire de recherche dessus. Évidemment, c'est les premières choses que les services de police ont fait. Et quand ils l'ont arrêté, ils ont dit « Mais je vous avais dit de pas le faire !» Oui, bah oui, mais non. On l'a fait, désolé. Donc il y a ce jeu du chat à la souris où le psychopathe est persuadé d'être plus fort que la police. Et il y a aussi derrière, parce que souvent les médias s'ajoutent, une recherche de célébrité. Et c'est là où aux États-Unis, ça marche beaucoup mieux qu'en France. En France, encore une fois, les tueurs en série sont peu célèbres. On n'en parle pas trop, on oublie leur nom. Le Zodiac en est la parfaite représentation avec ses codes qu'il envoyait, où il était censé donner son identité finalement qu'on n'a jamais vraiment retrouvée. Il y a plusieurs hypothèses, mais rien n'a été prouvé. Donc c'est des tueurs en série qui finalement ont vraiment été plus forts que la police. Je l'ai pas vécu quand j'ai travaillé dans la police. Tous les tueurs en série qu'on a recherchés se sont fait arrêter. Mais entre deux meurtres, il y a quand même cette tension latente qui est là. J'imagine que si derrière se rajouteraient des petits mots dans la presse du tueur en série qui communique vos matrices, ça pourrait en énerver plus d'un, oui.
Cette série, elle est très importante à mettre parce que c'est la naissance même du profilage. Elle est très réaliste. Elle reprend comment Ressler et Douglas ont fondé le profilage aux États-Unis dans les années 80, avec les premières grilles, c'est-à-dire avec tous les interviews qu'ils ont pu faire biographiques des tueurs en série. C'est essayer de déterminer les différentes typologies qui existent chez les tueurs en série. Typologies qui sont quand même très bien faites à l'époque et dont on se sert toujours, même en France. Vous avez commencé par qui? Starkweather, Whitman, Manson bien sûr, mais le fils de Sam illustre parfaitement mon propos. Aujourd'hui, c'est différent. On ne sait plus ce qui pousse les gens à commettre des crimes. Alors oui, il s'est passé 40 ans. Dès le départ, il y avait un problème aussi culturel entre les États-Unis et la France. Donc il y a des nuances qu'on essaye, nous, d'apporter quand on s'en sert. Mais c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait et qui nous a permis de mieux cerner, de mieux comprendre la personnalité des tueurs en série. Pour mon cas, mais je ne vais pas me prononcer au nom de tous les psychocriminologues, il est plus facile pour moi de prendre de la distance avec un criminel qu'avec une victime. On est souvent très empathique, on a un jeu d'identification qui se fait, de projection, et c'est souvent très lourd quand on repart, quand on est face à cette souffrance. Un tueur en série, c'est une curiosité qui se veut avant tout intellectuelle, et donc c'est un intérêt qui est intellectualisé, et c'est, à mon sens, assez facile de mettre de la distance. Je ne m'identifie pas du tout à eux. Ça reste des êtres humains, souvent avec des troubles psychologiques plus ou moins forts. Quand on a affaire à un psychopathe, on ressent que la relation est biaisée et que c'est quelqu'un de relativement mégalo, égocentrique et qu'on va surtout parler de lui. Il y a un côté manipulatoire, mais c'est comme un jeu. Ceux qui mettent très mal à l'aise, et je pense qu'on est assez tous d'accord dans le monde de la psychologie pour le dire, c'est les pervers. Les pervers à l'image d'Hannibal Lecter, par exemple. Parce que ceux-là, ils jouissent du mal qu'ils vous font, ils jouissent du fait de vous déstabiliser et donc ils vont chercher une faille en vous et vous mettre à mal avec. Donc les pervers, ça peut être extrêmement dérangeant d'être à leur contact. Mais bien heureusement, ils sont très peu nombreux, beaucoup moins que les psychopathes. Je pense qu'il y a certaines choses qui mettent mal à l'aise, mais c'est de façon très singulière selon les gens. J'ai travaillé pas mal sur la cyberpédophilie. Il y a des jours, c'était extrêmement lourd et ça l'était d'autant plus que j'avais des enfants. Donc encore une fois, il y a un jeu d'identification. Et dès qu'on tombe dans l'identification ou la projection, forcément, ça nous met à mal personnellement. Il y a des policiers qui ont du mal de travailler par exemple avec des pédophiles ou de les auditionner parce que c'est trop violent pour eux, et il y en a d'autres, ça va être avec des victimes de viol, peu importe. On a chacun nos faiblesses quelque part, et c'est important en amont pour chaque policier ou chaque psychocriminologue de savoir et de se comprendre et de savoir ce qui nous met à mal en fait. Donc oui, je pense que ça nous est tous arrivé de rentrer à la maison avec plein de choses dans la tête, assez noires, mais je pense que ce qui est finalement le plus difficile, c'est quand on travaille sur une affaire d'actualité, qu'on sait qu'à n'importe quel moment, une victime peut être à nouveau être faite, et c'est cette impuissance qu'on a, et l'impression de, quand on dîne en famille ou avec des amis, de passer à côté de quelque chose de très grave qui est peut-être en train de se jouer, quoi. Moi, j'ai aimé le côté réaliste. Pour une fois, on s'intéresse aux profilers. Pas en exclusivité aux tueurs en série. Et il y a un livre d'ailleurs qui est très bien, et c'est l'histoire de ces profilers, c'est la naissance du profilage, c'est la difficulté d'un profiler de travailler dans des services de police, parce que comme dans la vraie vie, il y a des gens qui sont très intéressés par le monde de la psychologie, et d'autres qui sont totalement hermétiques et qui pensent que c'est des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont des fabulations de l'esprit. Il y a beaucoup de séries qui ont monté des profilers, qui avaient des flashs, qui avaient des intuitions, et ça dessert beaucoup finalement, parce qu'il y a cette sorte de préjugé qui plane sur nous, où on nous compare à des médiums et autres. Or, je ne vais pas dire que c'est une science exacte, mais ça repose sur les ressources humaines, oui, mais aussi sur la psychologie et la compréhension qu'on a des mécanismes humains. Donc je pense qu'à partir du moment où on traite de l'humain, ce qui est le cas dans le crime, c'est important d'y mettre des connaissances en psychologie. Un profiler, sa fonction, c'est de faire de l'aide à l'enquête. L'enquête, elle se passe psychocriminologue ou pas. On est là pour avoir une compréhension plus humaine. Quand le policier va essayer de comprendre le comment ça s'est passé, nous, on essaye de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et une fois qu'on sait pourquoi, ou qu'on a une idée plutôt du pourquoi, et ben, généralement, on va prioriser les axes d'enquête. Et c'est cette compréhension-là que le psy a de manière plus fine, parce que c'est ses études et sa formation, il peut aider l'enquêteur à prioriser ses axes.
Je me souviens de Trinity Killer, mais en fait, il m'a tout de suite fait penser au personnage de BTK, Dennis Rader. Parce que déjà, au niveau de la moyenne d'âge, on est à peu près ça, enfin, au moment où il s'est fait arrêter. Et quelqu'un qui a été très bien intégré dans sa communauté, qui travaillait même... alors, il n'était pas pasteur, mais il travaillait dans l'église qui était à côté. Il avait sa femme, ses enfants, et il œuvrait pour la communauté. Et à côté de ça, il avait des fantasmes extrêmement violents. Et il a fait 9 ou 10 victimes, je crois, dont ses premières victimes, c'était une famille où il a étouffé le petit frère qui avait 4 ou 5 ans avec un sac plastique sur la tête. La mère et le père ont été tués et la jeune fille de 12 ans, celle qui l'intéressait d'ailleurs à la toute base, il l'a pendue dans la cave et masturbé sur elle. Et ce qui lui plaisait aussi, c'était de voir la lenteur de la souffrance de ses victimes. Donc ça a été une famille, après ça a été une voisine. Alors au niveau du choix des victimes, c'était assez disparate, c'était pas que les jeunes filles qui l'intéressaient. Donc il a été quand même capable de choses extrêmement violentes, parce que c'est des morts violentes. Mais à côté de ça, il avait sa vie de famille et sa femme qui avait été interviewée disait qu'elle imaginait pas une seconde que son mari ait pu faire ça. On a du mal à y croire. Dexter, c'est le tueur en série, à mon sens, par excellence, qu'on a tous aimé. Et c'est quand même pas facile d'écrire une série où on fait aimer les gens sur un tueur en série. D'ailleurs, je me suis toujours dit qu'un jour, j'écrirais un livre sur un tueur en série que tout le monde aime. Mais on m'a volé l'idée, faudrait que je trouve autre chose qu'un Dexter. Dexter, il a un côté sympathique, il a un côté humain, c'est très fictionné. Autant Hannibal Lecter, je l'imagine bien dans notre vie réelle, autant Dexter, j'y crois moins. Mais il y a un côté romancé qui nous plaît. On lui pardonne le fait de tuer parce qu'il tue des gens qu'il mérite. Il y a ce qu'il a vécu dans l'enfance, le meurtre de sa mère à 3 ans. Là encore, même à cet âge-là, quand on assiste au meurtre violent d'un de ses parents, je suis pas sûre que ça fasse de nous un tueur en série qui a ce besoin aussi prégnant de détruire parce que la façon dont il tue Dexter, c'est quand même faut avoir le cœur bien accroché, de découper des gens. Bon, il y en a qui y arrivent et qui le font. C'est la meilleure façon de se débarrasser d'un corps, de le découper. Ce qui moi me paraît pas très crédible chez Dexter, c'est toutes ces relations affectives qu'il va avoir. Celle qui tient avec sa sœur déjà, et celle qui va tenir avec d'autres femmes, notamment à un moment donné, il a une petite amie qui est une tueuse en série, je sais plus comment elle s'appelle. Là pour le coup c'est plus compliqué, parce que c'est des gens qui ont du mal justement à entretenir des relations affectives, à aimer véritablement, par pur altruisme de l'autre. Dexter, au début, dans les premières saisons, moi je trouve qu'il est très bien décrit justement dans cette froideur et cette maladresse sociale. Il manque d'agilité sociale. Et finalement, plus la série va avancer et moins on va le voir. Ça, il y a un problème au niveau du profil. Vu le tueur en série qu'il a à côté, on pourrait penser que cette maladresse l'accompagne tout le temps. Et ils ont fini par gommer ce trait-là. Après, ce qui est aussi très grandiloquent, c'est qu'à chaque épisode, il y a des meurtres à la Hollywood. Heureusement, nous, dans les services de police, on n'a pas ça tous les 4 matins. Bien que, des fois, ils ont pris des cas en s'inspirant de faits réels. Ce type de meurtre arrive quand même très rarement. Oui, je veux jouer. J'ai très envie de jouer. Alors un côté aussi théâtral peut-être pas, mais il y a un mode opératoire qui prend naissance dans le fantasme sous-jacent à l'envie de tuer. Le problème, c'est que les tueurs en série, voire même les violeurs en série aussi, n'ont pas toujours possibilité de mettre en route leur mode opératoire, parce qu'en face il y a une victime qui résiste, et il y a un environnement qui fait que des fois il peut y avoir des passants, des témoins, des choses qui fait que ça ne se passe jamais comme prévu. Là son protocole il est quand même extrêmement précis, mais il y a cette recherche aussi de faire avouer l'autre qui mérite sa mort, donc c'est comme une sorte de jugement dans la mise en scène de Dexter. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait qu'il garde une goutte de sang. Tous les tueurs en série ne gardent pas des trophées de leurs victimes. Certains, oui, c'est un besoin de revivre leur meurtre. Certains se sont contentés de prendre des photos. Ted Bundy allait déterrer les cadavres pour les revioler, par exemple. On n'est pas obligé de garder un souvenir. Aux États-Unis, beaucoup on garde un souvenir aussi pour revendiquer, après leur arrestation ou pendant qu'on les recherche, que c'est bien eux qui ont commis ce crime-là. Ça, c'est très américain. Si on reprend l'exemple de Fourniret, lui, il n'avait pas de trophée, mais il a quand même tout consigné dans des carnets. Donc il y a quand même ce besoin de garder un souvenir de ce qu'ils ont accompli. Le psychopathe, il est très à cheval sur ses valeurs. Il y a des choses pour lui qui sont inadmissibles. Par exemple, doubler dans une queue devant le cinéma, pour lui, serait inadmissible. C'est des choses comme ça dans lesquelles ils vont se focaliser. C'est leur loi, c'est leur code, c'est leurs valeurs, qui sont concomitantes avec celles de la société ou pas. Par contre, tuer quelqu'un qui vous énerve ou qui vous empêche d'accéder au poste souhaité, c'est tout à fait envisageable. Mais parce que aussi, ils ont une vision très mégalomaniaque d'eux-mêmes, donc ils sont au-dessus des lois.
Par contre, les autres doivent respecter la loi. Ils sont très intolérants avec les autres personnes. Ça, c'est le principe du psychopathe. Au niveau de Dexter, le fait qu'un policier initie son jeune enfant à tuer les bonnes personnes, ça paraît assez improbable. C'est vrai que moi j'ai rencontré une fois un psychopathe âgé de 13 ou 14 ans, c'est terrible de dire ça parce que c'est très rare, et c'est quelqu'un qui avait jeté son petit frère du haut du 7e étage. Et quand je m'étais entretenue avec la juge d'instruction, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce jeune homme? Et quand j'étais allée le voir en prison pour faire son expertise, c'était extrêmement compliqué parce qu'il n'y avait absolument aucun regret, si ce n'est de l'avoir dit pour faire du mal à son père, mais qu'à cause de ça il se retrouvait en prison. Maintenant que son petit frère de 4 ans soit mort, en plus pas sur le coup, il a mis quelques heures à mourir, ne le touchait absolument pas. Et il n'était guidé que par l'envie de faire du mal à son père et de se venger du divorce de ses parents. Quand on traite avec les psychopathes, et c'est ce que je retrouve aussi en entreprise, c'est de leur montrer l'intérêt qu'ils ont de suivre ce code-là. Il n'y a que comme ça que ça marche un psychopathe. Quel intérêt j'ai de faire ça? Si c'est peut-être de ne pas aller en prison, ça peut peut-être aider, mais c'est pas évident, faut qu'il y adhère.